Ces poules de basse-cour pondent des œufs contenant 4 fois plus de vitamine D que ceux du commerce, et leur nourriture n'est faite que de verdure du jardin. Cela ressemble à un conte de fées, n'est-ce pas? Mais ce n'est ni une légende, ni un écomythe marketing. C'est ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Dans un monde où les poulets sont transformés en machines biologiques, la volaille de village reste le dernier bastion de la vraie nourriture. Tandis que les entreprises dépensent des millions en brevets, antibiotiques et slogans publicitaires comme œufs frais de ferme du supermarché. Dans les villages ordinaires de Russie, d'Ukraine, de Biélorussie et du Kazakhstan, le savoir enfoui sous l'asphalte prospère encore. Impossibilité biologique. C'est ainsi qu'un rapport de 1978 du ministère de l'Agriculture de l'URSS qualifiait l'idée de nourrir la volaille exclusivement avec des herbes locales, des céréales et des déchets de jardin. Impossible sans prémélange, écrivaient les officiels. Mais au même moment, dans un village près de Vologda, une vieille femme nommée Baba Dounia élevait 30 poules de race Zagorsk Saumoné que personne ne vaccinait ni n'injectait d'antibiotiques. Elles ont survécu à 3 inondations printanières, un hiver à 38, et pondaient toujours des œufs aux jaunes éclatants qui sentèrent le soleil. En laboratoire, quand ces œufs s'y sont retrouvés par accident, ils ont révélé 2,7 fois plus de vitamine A et presque 4 fois plus de vitamine D que les œufs d'usine standard. À l'époque, on a balayé cela d'un revers de main comme des méthodes populaires. Quel dommage! Souvenez-vous des chroniques de 1942, Leningrad assiégé, les régions occupées d'Ukraine. Les poulaillers communautaires ont sauvé des familles quand il n'y avait plus un gramme de farine dans les entrepôts. Dans les steppes près de Pavlodar et les plaines de la région de Moscou, les femmes construisaient des poulaillers sur pilotis pour protéger la litière de l'humidité, et au sein de la litière, une microflore vivante, le microbiome même du poulailler. À l'époque, personne ne connaissait ce mot, mais il comprenait. Tant qu'il y avait sous les pattes un mélange de foin sec en fermentation, les oiseaux ne tombaient pas malades. C'était de la biotechnologie populaire, bien avant que la science n'invente le terme. Une poule élevée en plein air n'est pas seulement un oiseau, c'est une usine biochimique sur pattes. Son corps synthétise des acides gras oméga 3 et oméga 7 à partir d'herbes que les oiseaux d'usine n'ont jamais vues. Dans les œufs de maison, le ratio oméga 3 sur oméga 6 est de 1,1, alors que dans les œufs du commerce, il est de 1,15. C'est de là que vient cette pellicule dorée sur le bouillon, chose que vous ne trouverez dans aucune soupe de poulet industrielle. L'immunité naturelle de ces poules est une symphonie d'interactions avec la terre. La poussière, la cendre, les bactéries sous leurs griffes. Tout cela fonctionne comme un vaccin, sauf que c'est gratuit. Dans un poulailler normal, l'air sent le pain, le foin et la chaleur, pas l'ammoniac et la peur. Alors pourquoi de telles pratiques ont-elles disparu des étagères des magasins? Parce que la nature ne peut pas être brevetée. Il est rentable pour les grandes entreprises agroalimentaires de vous maintenir dépendant de leurs aliments et de leurs produits pharmaceutiques. Avec chaque sac d'aliments granulés, vous n'achetez pas seulement de la nourriture, mais aussi une dette sous forme de dépendance. Les antibiotiques ne sont pas pour la poule, ils sont pour le business, pour maintenir le système à flot. Ce que Baba Dounia fait avec une pelle et des fourches, les entreprises le remplacent par un entrepôt rempli de prémélanges et une pharmacie vétérinaire. Ils ont construit le marché de sorte que l'autonomie villageoise semble être une relique. Et maintenant, la pratique. Vous reconnaîtrez tout de suite une vraie poule de village. Ses yeux sont clairs, sa crête éclatante, ses pattes rugueuses comme celles d'un vieil ouvrier, ses plumes denses et brillantes. Un tel oiseau ne reste pas dans un coin. Il travaille, gratte, cherche. La nourriture n'est pas un secret. Avoine, blé, fan de betterave, choux, trèfle, orties séchées et absolument de la cendre pour le bain. C'est sa pharmacie. Du foin sec et un peu de terre sont ajoutés à la litière.
Une fermentation a lieu, ce qui réchauffe en hiver et élimine les odeurs. Le poulailler a besoin d'un évent en haut pour que l'air circule, au lieu de stagner. Les œufs maison peuvent être mangés crus. Leur microflore protège contre la salmonelle mieux que n'importe quel antibiotique, si la poule est saine. Les œufs bouillis soignent le foie grâce aux phospholipides. Le bouillon d'une vieille poule pondeuse n'est pas qu'une soupe, c'est un concentré d'os liquide. 19 acides aminés, dont la lysine et la méthionine, que les vitamines pharmaceutiques ne peuvent remplacer. Et si vous donnez aux poules des aliments fermentés, un mélange de grains concassés et de lactosérum trempés pendant 24 heures, leurs œufs deviennent vivants. Le blanc d'œuf est clair, dense, sans consistance aqueuse. Et voici ce qui est important. En revenant à ces méthodes, vous regagnez votre autonomie. N'attendez pas qu'un holding agricole vous enseigne. Leur travail est de vendre. Le vôtre est de comprendre. Un poulailler n'est pas un hangar. C'est un serveur d'immunité en bois. Un perchoir est un ascenseur vers la liberté. Quand on regarde de vieilles photographies de cours de village des années 60, il semble que tout était plus simple. Mais ce n'est qu'au premier coup d'œil. Derrière chaque cours se cachait une ingénierie qui n'avait rien à envier à ce que les agrocorporations promeuvent aujourd'hui. On ne l'appelait simplement pas biotechnologie ou centre d'élevage, mais tout bêtement la ferme. Chaque village avait son propre type de poulailler, son propre calendrier de nourrissage, et même sa propre méthode de sélection des coqs par leur voix. Oui, par leur voix. Dans les endroits où les gelées atteignaient -40, on choisissait un coq enroué au chant grave. Pourquoi? Parce qu'un tel coq dépense moins d'énergie, prend du poids plus vite, ne se bat pas et ne perturbe pas la routine. C'est de la véritable éthologie, sans les mots anglais sophistiqués. Et imaginez maintenant, en Union soviétique, il y avait plus de 20 lignées officielles de poules de village, créées non pas en laboratoire, mais en conditions réelles. La Zagorsk Saumonée, fierté des éleveurs de la région de Moscou dans les années 1950, a été développée pour les régions du Nord, robuste, prolifique, avec une viande dense et un plumage chaud. Et l'Outchanka ukrainienne, elle pouvait pondre un œuf même en janvier, quand le thermomètre descendait sous les -20. Et au Kazakhstan vit encore une descendante des vieilles poules d'Aoul, la zéribaille, un oiseau qui trouve sa propre nourriture et ne sait pas ce qu'est l'aliment composé. Toutes ces lignées ont disparu non pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles ne rentraient pas dans le schéma d'un marché centralisé. On ne pouvait pas les transformer en un produit standard. On ne pouvait pas les mettre sur un tapis roulant. C'est précisément là leur force. Voici un exemple. Un œuf de poule de village contient environ 7,8 microgrammes de vitamine D pour 100 grammes, alors que ceux du commerce n'en ont que 1,9. La protéine d'un œuf maison est 12% plus dense et il contient 2 fois plus de lécithine. La lécithine n'est pas juste un mot nutritif sur un pot de compléments alimentaires. C'est le matériau de construction de vos membranes cellulaires, en particulier pour votre cerveau et votre foie. C'est pourquoi les anciens disaient « Mange un œuf de la maison, tes pensées deviendront plus claires ». Ils ne connaissaient pas le terme neurotrophine, mais ils comprenaient que ce produit possédait une force qui nourrissait non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Quand un oiseau se promène dans la cour, il entre en contact avec des centaines de types de bactéries, de champignons et de micro-organismes qui créent ses défenses naturelles. Le microbiome. Ce microbiome se transmet par la coquille de l'œuf, par l'air, par la poussière du poulailler. Un poulet d'usine vit sur un grillage, sans terre, sans lumière, sans contact, et par conséquent, son immunité meurt avec ses premières plumes. Les scientifiques appellent cela le stress stérile. Nos grands-mères disaient simplement
une poule sans terre devient folle. C'est pourquoi le bouillon de volaille de village se fige en gelée en refroidissant. Cela indique la présence de collagène naturel. Le bouillon de poulet industriel reste liquide, sans corps, parce que ces os n'ont pas le temps de mûrir. Ils sont élevés en 38 jours sous une lampe avec des doses d'antibiotiques pour qu'ils ne s'effondrent pas sous leur propre poids. Et savez-vous ce que cela fait à votre corps? La protéine de cette viande est mal absorbée parce que les enzymes ne la reconnaissent pas comme naturelle. C'est comme lire un livre où la moitié des lettres sont imprimées dans une police inexistante. Mais il y a quelque chose de plus profond. La tromperie biochimique. Les aliments industriels contiennent toujours des accélérateurs de croissance. Pas forcément des hormones, souvent juste des acides aminés synthétiques, comme la déméthionine. Ils sont moins chers, mais votre corps et celui de la poule n'absorbent que la forme L. La différence chimique est colossale, mais ce n'est pas écrit sur l'étiquette. Donc, même s'ils vous disent que l'aliment est naturel, ce n'est pas ce qu'un oiseau mangerait dans la nature. Dans l'herbe, dans les graines et dans le sol, il y a des chélateurs naturels qui lient les microéléments sous une forme biodisponible. Les aliments composés n'en ont pas, d'où le poulet insipide et le jaune sans couleur. Rappelons-nous maintenant comment les oiseaux étaient nourris dans les villages auparavant. Dès l'automne, un mélange divers, avoine concassée, maïs, épluchures de pommes séchées et un peu de tourteaux de tournesol. Au printemps, orties, chénopodes, jeunes pousses et carottes râpées. En été, déchets de fenaison, pommes de terre bouillies, lait caillé. Pas de magie, juste la logique de la nature. Une poule ne devrait pas manger ce qui ne pousse pas près d'elle. Ce principe incarne la santé, le goût et la rentabilité. D'ailleurs, à propos de rentabilité, en 1982, une expérience a été menée au Kazakhstan. 2 groupes de poules de village, le premier avec des aliments composés ordinaires, le second avec un régime de jardin. Après 3 mois, les poules du jardin pondaient 8% d'œufs en moins. Mais le poids de chaque œuf était 18% plus élevé, et la coquille était 1,5 fois plus solide. Et, surtout, les coûts de nourriture ont été divisés par 2. C'est-à-dire que les paysans, sans granulés ni prémélange, ont gagné économiquement. C'est du véritable agro-business, juste sans bureau ni PowerPoint. Et maintenant, faites attention. Un poulailler est un écosystème. Sa litière fonctionne comme un sol, mais vertical. Lorsque vous utilisez du foin sec, des feuilles et un peu de copeaux de bois, une fermentation naturelle commence. La température au fond peut être de 5 à 7 degrés plus élevée que dans l'air. Ce n'est pas seulement de la chaleur, mais aussi une prévention naturelle des maladies. Les bactéries vivant dans la litière libèrent des acides organiques qui suppriment les agents pathogènes. Dans les conditions d'usine, cela est remplacé par des produits chimiques. Mais pour nous, c'est juste une pelle, un retournement par semaine, et vous prolongez sa vie de plusieurs mois. Autrefois, on disait « Tant que la litière fume, l'oiseau ne tombe pas malade ». Ce n'est pas une superstition, c'est de la microbiologie empirique. Si vous pensez que la méthode villageoise appartient au passé, regardez les données modernes. Les œufs de poules élevés en plein air contiennent 3 fois plus d'oméga 3, 2 fois plus de vitamine E et 30% de cholestérol en moins. Et cela avec les mêmes céréales, juste sans cage et sans stress. Parce que le stress en cage signifie l'hormone cortisol, qui réduit directement la qualité des protéines et détruit les vitamines B. Une poule vivant sans soleil ne synthétise pas de vitamine D3, ce qui signifie que son œuf est une coquille vide. Mais pour restaurer ce niveau de qualité, il faut comprendre les détails. Un vrai poulailler de village n'est pas construit avec des restes de planches, mais comme un organisme vivant. Il doit avoir une fenêtre orientée vers l'est. Le soleil matinal stimule la ponte via l'hormone mélatonine. Le perchoir est placé à 70 cm au-dessus du sol,
Ce n'est pas seulement pratique, cela imite un arbre, créant un sentiment de sécurité. Sous le perchoir se trouve un bain de cendres, un mélange de sable, de cendres et de terre sèche. La poule ne s'y baigne pas par ennui. Elle nettoie ses plumes des parasites et reconstitue son équilibre minéral. Une autre astuce populaire est un bouquet d'orties suspendu. Non seulement cela assèche l'air et aromatise la pièce, mais cela sert aussi de source de calcium et de fer quand les oiseaux le picorent. La ventilation était faite simplement. Un tuyau avec un clapet, pas de ventilateur. Il est important que l'air monte sans souffler sur l'oiseau. Tout courant d'air est mortel pour l'immunité. Et maintenant le principal mythe, qui est profitable pour l'industrie, que le naturel ne peut pas être stable. C'est un mensonge. La vraie stabilité naît d'un cycle. Si vous faites tourner les lots d'oiseaux, alimentez la litière avec du foin frais, régulez la durée du jour, vous créez un système où il n'y a pas de dépendance. Vous n'attendez pas de camions de nourriture. Vous ne dépendez pas de l'électricité. Vous avez le soleil, le grain et l'intelligence. Nous avons l'habitude de penser que la modernité signifie le contrôle. Mais en réalité, la modernité est un retour conscient à ce qui fonctionne. Et la poule de village en est le meilleur exemple. Ce n'est pas du romantisme. C'est un mécanisme précis, éprouvé par les siècles. Quand vous élevez de telles poules, vous n'obtenez pas seulement des œufs. Vous créez une réserve biosphérique microscopique. Et plus il y aura de telles basses-cours, moins ceux qui nous rendent dépendants des usines auront de pouvoir. Le système ne craint pas la critique. Il craint l'indépendance. Et le savoir est le premier pas vers la liberté. Tandis que les holdings agricoles font la publicité d'un énième hybride industriel au nom latin avec des promesses de croissance ultra rapide, le vieux paysan de Gomel sourit. Il sait que la véritable révolution a déjà eu lieu dans les années 1930, lorsque les premières stations de ferme collectives ont commencé à sélectionner des poules non pas pour la vitesse, mais pour l'endurance. C'est alors qu'est née l'idée qu'un bon oiseau n'est pas celui qui grandit vite, mais celui qui ne meurt pas. Aujourd'hui, ce principe sonne presque comme une hérésie, mais sans lui, il est impossible de construire une ferme durable, car n'importe quelle usine peut élever un poulet en 35 jours, mais seule la génétique villageoise peut vivre pendant 1 an sans médicaments vétérinaires et sans perdre sa productivité. Et ici commence ce que j'appelle le sabotage biologique de l'industrie, quand le savoir populaire mine les fondations du système mondial. Soyons précis. Dans un incubateur industriel typique, un poussin éclot au 21e jour, mais dans les lignées villageoises, le cycle est souvent plus long, jusqu'à 23-24 jours. Ce n'est pas un retard, c'est une adaptation naturelle. Pendant ces jours supplémentaires, une structure osseuse plus dense se forme, et la microflore intestinale se développe. Cette pharmacie interne qui sauvera plus tard l'oiseau, sans antibiotiques. Quand un poussin sort de l'œuf, non pas sous une lampe, mais sous sa mère, il reçoit non seulement de la chaleur, mais aussi des bactéries de sa peau et de ses plumes. C'est une vaccination naturelle qu'aucune institution ne vous enseignera. C'est pourquoi, autrefois, on ne jetait jamais les œufs sales. Des milliards de microbes bénéfiques vivaient sur la coquille, formant l'immunité du poussin. Aujourd'hui, les usines désinfectent tout jusqu'à la stérilité, tuant la vie elle-même. En conséquence, un poussin nouveau-né est stérile, et donc vulnérable. On les peuple de probiotiques artificiels, comme pour essayer de ramener une âme qu'ils ont eux-mêmes effacée. Ce qu'un paysan fait naturellement, les entreprises le remplacent par des pots coûteux étiquetés bioprotection. Si vous voulez faire revivre un véritable microbiome de poulailler, voici comment faire. Après le nettoyage, ne lavez pas tout à l'eau de javel. Laissez un peu de vieille litière, surtout dans les coins où la poule aime dormir. C'est votre matériau de départ. Ajoutez de la paille fraîche, un peu de foin haché
et 2 cuillères de lactosérum. Après une semaine, une légère odeur de pain et de chaleur apparaîtra. Cela signifie que les bactéries en sont revenues et que la litière est à nouveau vivante. C'est là que naît ce que la science appelle aujourd'hui le Bacillus subtilis, un antibiotique naturel qui sauvait les oiseaux bien avant la pénicilline. Parlons maintenant de physiologie. Pourquoi une poule de village, mangeant de la verdure et du grain, produit-elle un œuf avec un blanc aussi épais que de la gelée? Parce que son corps sait lire la nourriture. Dans les conditions naturelles, l'oiseau a une fermentation active dans son jabot. Des lactobacilles y vivent, décomposant les fibres grossières. L'aliment composé, stérile et sec détruit ce processus. En conséquence, l'intestin perd sa capacité à s'auto-nettoyer et l'oiseau doit être soigné. Mais dans la nature, le traitement est simplement une nourriture correctement sélectionnée. Si vous voulez reproduire un régime naturel, ne courez pas après l'exotisme. Le meilleur complément au grain est la farine verte, simplement de l'herbe séchée et moulue. Elle contient du bêta-carotène, du fer, du calcium et même de la vitamine K2 naturelle, responsable de la solidité des os et de la coquille des œufs. Ajoutez-en une poignée pour 10 oiseaux et vous oublierez les œufs fragiles. Et si vous avez du lactosérum ou du kéfir, faites de l'aliment fermenté. Versez du grain concassé avec le liquide. Laissez reposer 24 heures à température ambiante. Les bactéries décomposent l'amidon et l'aliment devient biodisponible. Les poussins avec un tel régime grandissent de manière uniforme, ne graissent pas et n'attrapent pas la coccidiose. Voici ce qui est intéressant. En 1991, une recherche a été menée à l'Institut agraire de Kharkov. Ils ont comparé la viande de poussins élevés avec un aliment composé ordinaire et avec un mélange fermenté d'avoine, de blé et de lactosérum. Le résultat a stupéfié même les sceptiques. La teneur en lysine dans la viande a augmenté de 22% et le tryptophane de presque 30%. Ce sont les acides aminés responsables de la réparation des tissus et du fonctionnement du système nerveux. C'est d'autant plus frappant qu'un poulet nourri avec un simple régime de jardin devenait en fait un nutraceutique, un produit médicinal. Maintenant, devinez qui a été le premier à acheter les droits de publication de ce rapport? Un fabricant d'aliments composés bien connu. Et le rapport a disparu. Coïncidence? Maintenant, tournons notre attention vers l'écologie. Dans une maison rurale, il n'y a pas de déchets. La litière devient du compost, le compost devient de l'engrais devient de la nourriture pour les vers, et les vers deviennent de la nourriture pour les oiseaux. C'est une boucle fermée. Ce qu'on appelle aujourd'hui, avec mode l'agriculture circulaire, les paysans le pratiquaient il y a 100 ans. Ils l'appelaient simplement l'agriculture sensée. Un poulailler, où tout est utilisé, est un laboratoire vivant de l'équilibre. Même la poussière sur les étagères fait partie du système. Elle abrite des spores de moisissure qui régulent l'humidité. Si vous avez un jour nettoyé tout votre poulailler jusqu'à ce qu'il brille et remarqué que les oiseaux commençaient à éternuer, ce n'est pas la saleté qui est partie, c'est l'écosystème qui est mort. Parlons aussi d'architecture. Les vieux poulaillers étaient construits sur pilotis non pas parce que c'était joli. Dans les régions du Nord, cela sauvait la litière des eaux de fonte, et dans les régions du Sud, des serpents et des rongeurs. Mais cette solution présente un autre avantage. Un coussin d'air se forme sous le plancher, ce qui stabilise la température. Il fait frais en dessous pendant la canicule, et il ne gèle pas en hiver, ce qui signifie que la maison elle-même respire. Et ce n'est pas juste un hangar. C'est un système de contrôle climatique construit sans électricité. Et aujourd'hui, quand un kilowatt coûte le prix d'un œuf d'or, ce savoir devient particulièrement précieux. À l'intérieur du poulailler, l'éclairage ne joue pas un rôle moins important que la nourriture. Les heures de lumière du jour ne doivent pas être artificielles,
mais rythmée. Une lumière trop vive stresse les poules et elles commencent à se piquer entre elles. Une maladie d'usine qui se règle par l'épointage du bec. Mais dans l'élevage rural, cela n'arrivait pas car les lampes étaient munies d'abat-jour faits de vieux bidons de lait où le plafond était simplement blanchi à la chaux pour que la lumière se reflète doucement. La lumière naturelle est un antidépresseur. Elle régule les niveaux de sérotonine et affecte ainsi la ponte. Parlons maintenant de santé. La maladie la plus courante chez les poulets d'usine est l'avitaminose. Chez les poules de village, elle est presque inconnue. Pourquoi? Parce qu'elle circule. Une simple promenade sur l'herbe assure la synthèse de la vitamine D par la peau de leurs pattes et leurs crêtes. Et la vie en liberté leur donne des dizaines de sources de protéines. Vers, coléoptères, larves. Ce n'est pas de la nourriture sale, c'est un supplément de protéines vivantes. Un ver remplace un gramme d'aliments composés, mais avec des micronutriments qu'aucune usine ne peut produire. Autrefois, on disait « une poule qui gratte la terre nourrit son propriétaire ». Et dans cette phrase réside une vérité biochimique. Autre observation, les poules en liberté pondent toujours des œufs plus denses avec des jaunes plus riches. C'est le résultat du mouvement de l'oiseau. L'activité musculaire améliore la circulation sanguine, ce qui affecte directement la qualité des cellules reproductrices. Paradoxalement, plus une poule marche, plus elle pond d'œufs. En cage, c'est l'inverse. Donc, si vous voulez augmenter la production, n'ajoutez pas de lumière et n'inondez pas de nourriture. Donnez simplement à l'oiseau l'opportunité d'être un oiseau. L'économie de cette approche est étonnamment simple. En moyenne, une poule de village mange 120 livres de nourriture par jour. Une poule d'usine jusqu'à 160 grammes. Une différence de 40 grammes semble insignifiante, mais sur un an pour 100 d'oiseaux, cela représente 1,5 tonne de grains en moins. Convertissez maintenant cela en argent, et vous comprendrez pourquoi l'industrie ne veut pas que vous nourrissiez vos poules avec de l'herbe. Il n'y a pas de marge sur l'herbe, mais il y en a sur l'aliment composé. Mais le plus intéressant est la façon dont l'oiseau vous rembourse. Les poules domestiques vivent 6 à 8 ans et pondent régulièrement jusqu'à leur 5e année. Cela signifie qu'une seule poule peut vous donner plus de 1000 œufs sans une seule cure d'antibiotiques. Multipliez cela par le prix d'un vrai œuf d'or parfumé et vous obtenez un capital que l'inflation ne ronge pas. C'est une économie autonome et au sens spirituel, un acte de résistance. Quand vous élevez vos propres oiseaux, vous dites au système « Je ne suis pas un acheteur, je suis un producteur ». Et c'est ce qu'ils craignent le plus, car l'indépendance est contagieuse. Elle sent le foin, la fumée et le bouillon frais, et elle ne peut pas être emballée dans un plateau en plastique. Nous sommes habitués à penser que le progrès, c'est quand un oiseau grandit plus vite et qu'un œuf a la même apparence sur chaque étagère. Mais en réalité, le progrès commence là où les humains reprennent le contrôle sur les processus vivants. Pas un contrôle de laboratoire, mais un contrôle humain. C'est l'essence de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ayam joper en Asie, et ce qui est pour nous l'expérience oubliée de l'ingénierie villageoise. Nous n'inventons rien de nouveau. Nous nous souvenons simplement de la manière de faire les choses correctement. Sur l'île de Java, en Indonésie, les paysans ont été confrontés à la même chose que les membres des fermes collectives près de Voronej dans les années 80. Les clients voulaient le goût du village. Mais la nourriture coûtait une fortune. Et ils ont fait ce que nos grands-pères savaient faire intuitivement. Ils ont combiné l'endurance avec la productivité. C'est ainsi que leur hybride de poulet est apparu. Et pourtant, dans nos villages post-soviétiques, c'était la norme. Qui se souvient de la façon dont grand-mère mettait un coq Orloff dans la grange, avec les poules pondeuses locales pendant plusieurs mois? Personne n'appelait cela de l'hybridation. Il disait juste « on ajoute du sang ». Il ne savait pas alors que c'était du vigor hybrido, la vigueur hybride.
Elle fait ce qu'aucun antibiotique ne peut faire. Elle crée la vie avec une réserve de force. Quand deux lignées d'origine éloignées sont combinées, la nature semble redémarrer le programme de l'organisme. Immunité, croissance, appétit, tout est renforcé. C'est comme mettre un moteur de tracteur dans le corps d'une Niva. Robuste, sans prétention et puissant. Les sélectionneurs soviétiques le savaient parfaitement. Dans les stations expérimentales près de Toula et de Kostroma, dès les années 1960, ils ont développé des croisements hétérocis. Exactement ce qui est vendu aujourd'hui sous des noms importés sophistiqués. Par exemple, la célèbre lignée B33 était le résultat du croisement de la Zagorsk saumonée et de la Rhode Island Red, pour obtenir un oiseau qui grandit vite mais ne perd pas sa saveur. Sauf qu'à l'époque, personne n'y a posé de brevet. C'était une propriété commune. Et c'est pourquoi ce savoir a disparu. Il ne pouvait pas être monétisé. Aujourd'hui, tout est à l'inverse. Une entreprise achète une lignée génétique, en fait, sa propriété privée, et vous ne pouvez plus la reproduire. Vous achetez des poussins, mais pas le futur. Il reste entre les mains de la corporation. C'est pourquoi le véritable succès réside dans la création de votre propre Jopper populaire. Pas une copie, mais un système où vous gérez la génétique et le résultat. Et c'est plus simple qu'il n'y paraît. La première chose à comprendre est qu'il n'existe pas de poule universelle. N'essayez pas de forcer une lignée à tout faire à la fois. Si vous voulez de la viande, créez une lignée paternelle de coqs forts et puissants. Pas forcément rapide, mais résilient. Si vous voulez des œufs, gardez une lignée maternelle. Légère, robuste, bien adaptée à votre climat. Ces deux groupes sont vos usines. Ils ne peuvent être mélangés avec des oiseaux commerciaux. C'est ainsi que vous créez ce que l'industrie appelle un noyau génétique, mais sans mur stérile. Dans ce noyau, vous ne gardez que les meilleurs. Un coq pour 7-10 poules, pas plus. Le coq doit être actif, mais pas agressif. Testez-le de manière simple. Jetez-lui un chapeau ou un bâton. S'il attaque, écartez-le. Un vrai producteur doit protéger le troupeau, pas attaquer le propriétaire. Et éviter l'obésité. 1 gramme de gras en trop signifie un œuf en moins, moins d'énergie. Maintenant, pour le côté pratique. Pour créer votre propre lignée paternelle, cherchez des races au corps dense et au cou court. Cornish, Orpington, Plymouth Rock. Ils transmettent une poitrine massive et une prise de poids rapide à leur progéniture. Pour la lignée maternelle, des pondeuses locales endurcies, Zagorsk, Kuchinskaya, Yubileinaya, Ushanka, Biélorusse rouge. Leur tâche est d'apporter la résilience, la saveur et l'adaptation. Quand vous combinez ces deux lignées, vous obtenez un hybride qui grandit en 2 mois, mais ne perd pas l'âme de la saveur villageoise. Voici un point important. Ne gardez jamais de poussins de ces hybrides pour l'élevage. C'est ce qui ruine 90% des débutants. La seconde génération perd son uniformité. L'un grandira en 6 semaines, un autre en 14. L'un avec une immunité forte, un autre avec des articulations malades. C'est le chaos génétique. Par conséquent, vous devez être comme un horloger. Chaque nouvelle génération provient uniquement de vos lignées pures. C'est du professionnalisme. Beaucoup demanderont « Pourquoi s'embêter avec toute cette complexité quand je peux simplement acheter un poulet de chair ?» La réponse est simple. Parce qu'au moment où l'approvisionnement s'arrête, votre entreprise meurt. Mais celui qui garde son propre noyau survit. C'est la véritable indépendance. Parlons maintenant de nourriture. Le secret de l'efficacité de l'hybride n'est pas dans les miracles, mais dans l'absorption. Quand vous créez un hybride, son système digestif devient turbo. Les enzymes travaillent plus activement. Les villosités intestinales sont plus longues. Cela signifie que chaque particule de grain est absorbée plus profondément. Mais cela ne fonctionne qu'avec de la nourriture vivante.
Si vous donnez des granulés d'usine, tout l'effet est perdu. La nourriture doit être vivante, fermentée, humide, sentant le pain aigre. À l'intérieur, les bactéries prédigèrent l'amidon et les protéines, transformant la nourriture en nutrition automatique. Cela permet jusqu'à 20% d'économie sans aucun produit chimique. Voici un exemple. Avec un engraissement classique, un hybride atteint 1,8 kg en 60 jours avec une consommation de 2,8 kg de nourriture. Mais si vous ajoutez de l'avoine fermentée et de l'infusion d'ortie au régime, le résultat est le même avec 2,3 kg de nourriture. La différence est votre bénéfice net. Multipliez maintenant par 100 d'oiseaux et vous comprendrez que l'innovation n'est pas dans les nouveaux granulés, mais dans les vieilles recettes. Il y a un autre secret que les usines cachent là sous la publicité. La température métabolique. Les poussins hybrides ont un métabolisme plus élevé, ce qui signifie qu'ils ont besoin du bon microclimat. Ils ne tolèrent pas l'humidité, donc votre poulailler ne doit pas être chaud, mais sec. L'humidité est l'ennemi principal. Si vous sentez l'ammoniac, c'est déjà une perte. Une fois par semaine, retournez la litière, ajoutez du foin sec et de la cendre. Cela neutralise non seulement l'acide, mais agit aussi comme antiseptique. Maintenant, la discipline. Si vous voulez être un producteur, pas un amateur, commencez par un carnet. Notez chaque jour combien ils ont mangé, combien ils ont bu, combien de poids ils ont pris. Ce n'est pas de la bureaucratie, c'est le miroir de votre entreprise. Un jour manqué est une semaine perdue. Rappelez-vous, en aviculture, le profit réside dans les grammes. Chaque jour d'engraissement supplémentaire signifie une perte de 3% de rentabilité. Si vous travaillez avec des œufs, appliquez la même logique. Établissez des lignées de poules pondeuses qui assurent une production stable toute l'année. Pour cela, utilisez le schéma. Un coq Rhode Island Red ou Leghorn, avec des pondeuses locales. Cela vous donnera un oiseau qui pond 250-280 œufs par an sans chauffage ni additif. Et surtout, une taille et une couleur de coquille constante. C'est important si vous vendez à des restaurants ou sur un marché. Personne n'achètera un bel œuf si vous en apportez un différent demain. La constance, c'est la confiance. Et une règle de plus qui distingue un professionnel d'un amateur de basse-cour. Vous ne donnez pas de nom à vos poules. Vous travaillez avec des lignées, pas des personnalités. Oui, cela semble dur, mais ce n'est pas de l'insensibilité. C'est du respect pour le processus. Car dans chaque lignée vit non seulement un oiseau, mais une mémoire génétique. Votre noyau est comme une archive. Si vous le perdez, vous devrez tout recommencer. Le modèle Jopère n'est pas seulement une question de croisement. C'est un manifeste contre la médiocrité. C'est une façon de dire à l'industrie « Nous pouvons produire mieux, moins cher et plus honnêtement ». C'est un retour au bon sens. Pendant qu'ils courent après les standards, vous créez du goût, du caractère et de la durabilité. Vous transformez votre ferme en un laboratoire de sélection populaire. Et chaque famille de volailles que vous avez est une mini-usine d'efficacité. Si tout cela semble compliqué, c'est que vous êtes sur la bonne voie. La complexité précède toujours la liberté. Car une fois que quelqu'un comprend comment gérer la génétique de ses oiseaux, il n'achètera plus jamais de poussins dans une boîte. Il deviendra le maître du cycle. Et le cycle, c'est le pouvoir. Pensez-y en regardant votre cour. Peut-être qu'en ce moment même, vous avez cette fameuse lignée maternelle qui se promène sans que vous le soupçonniez. Peut-être que votre vieux coq aux pattes courtes et à la poitrine large est déjà la moitié d'un futur hybride. Il ne reste plus qu'à passer à l'action. Les chiffres décident de tout ici, mais des chiffres qui prennent vie dans la poussière du poulailler et sur les pages de votre carnet. Car celui qui mesure, gère, et celui qui ne fait que nourrir, espère. Et nous commencerons par la formule la plus importante que les villageois connaissaient bien avant les manuels, la conversion alimentaire.
Ce n'est pas un mot effrayant, mais une mesure simple. Combien de kilogrammes de grains faut-il pour obtenir un kilogramme de viande ou d'œuf? Si vous dépensez 3,5 kg de nourriture pour 1 kg de gain de poids, vous êtes déjà dans le rouge. Dans une bonne ferme hybride, 2 bœufs 2 kg et avec un nourrissage fermenté et un parcours actif, seulement 1,9 kg. La différence semble minime, mais sur un an, même avec 100 oiseaux, elle se transforme en une tonne de grains économisés. Ce qui signifie votre bénéfice net. C'est de l'arithmétique biologique, simple comme un râteau et précise comme une horloge. Pourquoi les hybrides mangent-ils moins mais grandissent-ils plus vite? Parce qu'ils ont un coefficient d'absorption des nutriments génétiquement accru. Des études montrent que la longueur des villosités intestinales chez les hybrides est de 12 à 17% supérieure, ce qui signifie que la surface d'absorption est plus élevée. Imaginez une éponge. Plus elle est grande, plus elle retient d'eau. Il en va de même pour un poussin. Son corps ne perd pas d'énergie à combattre les microbes. Il a l'immunité transmise par sa mère et la productivité de son père. C'est un miracle de la nature qui n'a pas besoin d'antibiotiques. Mais les chiffres ne sont pas tout. Ce qui compte, c'est la façon dont vous les utilisez. Chaque kilogramme de nourriture est un investissement. Chaque jour de retard est un pourcentage que vous payez pour la désorganisation. Un vrai fermier tient ses comptes comme un banquier. Pèse les poussins chaque dimanche. Note la température, la quantité d'eau, les restes de nourriture. Pas pour la bureaucratie, pour l'analyse. Car si vous voyez que la croissance a chuté au cours de la semaine, n'attendez pas. Trouvez la raison immédiatement. Peut-être que la litière est humide. Peut-être que la nourriture a tourné. Peut-être que le régime d'éclairage est déréglé. Dans votre ferme, il n'y a pas de broutille. Tout est interconnecté. Et nous arrivons maintenant à ce qui transforme une simple basse-cour en entreprise. La planification du cycle. C'est là que la plupart des gens perdent de l'argent. Ils élèvent des oiseaux jusqu'à un bon poids, mais ils ne tiennent pas compte du fait que chaque jour supplémentaire dans l'enclos signifie des grammes de nourriture en plus et un risque de maladie. Les producteurs prospèrent établissent un calendrier même avant l'éclosion. Date d'incubation, date de mise en place, date d'abattage ou début de la ponte. Tout est planifié comme un vol de ligne. Et quand un lot atteint son poids cible, il doit partir. Pas parce qu'il lésine sur la nourriture, mais parce que le business est une question de rotation du capital. Un jour de retard signifie que 1% du profit s'évapore. Décomposons cela concrètement. Un poussin de votre hybride pèse 1,8 kg à 60 jours. La consommation de nourriture est de 2,4 kg. Vous vendez le lot à 400 roubles le kilogramme de poids carcasse. Cela fait 720 roubles par oiseau. La nourriture a coûté 22 roubles le kilogramme, soit 52,8 roubles de dépenses. Plus un peu pour la litière et l'eau, disons 10 roubles. Bénéfice net, 657 roubles. Pour 100 oiseaux, 65 700 par cycle. Et vous pouvez faire 3 cycles de ce type par an. Au total, presque 200 000 à partir d'une petite parcelle. Pas de prêt, pas d'aliments composés avec code et emballage. Ce n'est pas un fantasme. C'est une économie simple que n'importe quel paysan peut reproduire. Mais pour que cette économie prospère, l'ordre est nécessaire. Votre ferme doit être divisée en 2 mondes. Le noyau, centre génétique, et la zone de production. Le noyau est votre usine d'ADN, où vivent les lignées pures. Elles ne peuvent pas être touchées, vendues ou utilisées pour l'engraissement. Elles sont sacrées. Elles représentent votre indépendance. Dans cette section, il doit y avoir les conditions les plus propres. Ventilation constante. Accès limité. Chaque oiseau y a un numéro, pas un nom. Vous surveillez leur poids, leur ponte, la forme de l'œuf, la coquille. C'est votre base de données, pas sur un ordinateur, mais dans la cellule de la vie.
La zone de production est le champ de bataille. Ici, tout est soumis aux résultats. Une seule chose est importante ici, la vitesse de rotation. Les oiseaux vivent ici au maximum 2 mois, puis ils vont au marché. Toute l'organisation est conçue pour le flux, nourriture, eau, température, lumière. Vous mesurez, vous contrôlez, vous tenez un registre. Vous ne pouvez pas être sentimental ici. La discipline ici est militaire. Le succès est un rythme. Beaucoup diront « cela semble trop strict ». Mais réfléchissez à qui vous voulez être. Un romantique nourrissant des poules pour le plaisir ou un propriétaire qui nourrit sa famille et fournit du travail à ses voisins. En Orient, on dit « là où il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de récolte ». Un poulailler n'est pas un lieu pour le hasard. Même l'eau doit être correcte. Ni froide, ni chaude, propre, avec un pH d'environ 7. C'est facile à vérifier. Versez-y un morceau de citron. Si ça pétille, c'est trop acide. Et chaque petit détail est un pas vers le profit. Parlons maintenant de ce qui rend votre produit unique, la qualité de la viande et des œufs. Les clients ne croient plus aux étiquettes. Ils croient à l'odeur, au goût et à la consistance. Avec un hybride maison, la viande est ferme, les fibres sont élastiques et le bouillon se fige en gelée après refroidissement. C'est un signe de vrai collagène. Et le collagène est votre marketing. Montrez à votre client comment votre bouillon devient ambré, comment le jaune garde sa forme dans la poêle. Ce n'est pas de la publicité, c'est une preuve. Et n'oubliez pas, vous ne rivalisez pas avec le supermarché. Vous êtes une alternative. Votre produit n'est pas bon marché. Il est honnête. Les gens sont prêts à payer plus s'ils voient un système, pas le hasard. Et c'est là que commence le branding villageois. Vous n'avez pas besoin d'une enseigne au néon. Vous avez besoin d'une histoire. Montrez comment vous élevez vos oiseaux. Filmez une vidéo de poules marchant sur l'herbe, d'enfants ramassant des œufs. Écrivez sur la boîte non pas « écho », mais « direct de ma cour », sans intermédiaire. Donnez à votre projet un nom qui n'est pas inventé, mais enraciné. L'œuf de Pot-de-Cornouailles, le poulet du champ, le hameau du coq. Laissez le client sentir que derrière chaque œuf se tient une personne, pas un algorithme. C'est la publicité la plus puissante. Et maintenant, un mot sur la science. Beaucoup sous-estiment à quel point les méthodes villageoises sont biochimiquement précises. Quand un oiseau vit à la lumière naturelle, il produit de la mélatonine, qui régule son cycle de sommeil et de ponte. Quand il mange de l'herbe et de la cendre, il reçoit des microéléments, zinc, sélénium, magnésium. Tout cela affecte directement le goût de l'œuf et sa durée de conservation. Les œufs du commerce se gâtent en une semaine, tandis que les œufs de village durent 1 mois sans réfrigération. Pourquoi? Parce que des bactéries vivent sur leurs coquilles, créant un film protecteur, un antiseptique naturel. Et les œufs d'usine sont lavés, tuant cette armure, et doivent ensuite être conservés à plus 4 degrés. On ne peut pas tromper la nature, mais on peut la comprendre. Vous voyez maintenant, tout ce qui est génial a déjà été inventé. Cela a juste été caché sous des couches de publicité, de certificats et de produits chimiques. Mais si vous ramenez ce savoir dans votre cours, vous obtiendrez non seulement un revenu, mais aussi une autonomie. Vous ne demanderez plus combien coûte un sac d'aliments composés. Vous calculerez la quantité de masse verte que vous avez cultivée. Vous n'aurez plus peur d'une panne de courant dans l'incubateur. Vous aurez une poule couveuse, le meilleur système automatique au monde. Et la philosophie finale du cycle, une vraie ferme vit dans un cycle, comme la terre elle-même. L'oiseau donne un œuf, l'œuf donne la vie, la litière devient de l'engrais, l'engrais devient du grain, le grain devient à nouveau de la nourriture. Cette boucle fermée est une formule de survie, prouvée par des générations.
Quand vous entrez dans ce rythme, vous sentez que l'agriculture cesse d'être un travail pour devenir une extension de vous-même. C'est ainsi qu'une nouvelle révolution agraire est née. Pas dans les mégapoles et pas dans les laboratoires, mais dans les cours arrières où ça sent la fumée, le pain et la liberté. Ce n'est pas une protestation, c'est un retour au bon sens. Si ce dépôt a allumé en vous le désir d'agir, ne tardez pas. Prenez un carnet, faites un plan pour la saison, calculez la nourriture, notez les dates, sélectionnez les meilleures pondeuses, find a good rooster et commencez. Dans 2 mois, vous n'aurez pas seulement de la viande et des œufs, vous aurez la preuve que l'autonomie est possible. Si cette histoire a changé votre vision de la basse-cour rurale familière et de ses habitants, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer cette vidéo. Nous continuons à déterrer le savoir et l'histoire que les entreprises ont essayé d'enfouir sous des couches de marketing. Semez les graines de votre indépendance avec nous. Le prochain dépôt de sagesse s'ouvrira très bientôt.